Eh bien bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo encore une fois unboxing et review d'une carte mère qui vient exactement de la même marque que la première, donc CWWK, mais cette fois-ci, celle-là je pense va résoudre plus de problèmes. Je pense qu'en fait celle-là va résoudre des petits problèmes qu'il y avait sur l'autre carte mère et va pouvoir aussi, je pense, faire baisser le prix et la consommation. Donc c'est une carte mère que moi je trouve qui est plus fait pour un home lab qu'un NAS. Donc j'ai bien pris en compte toutes vos remarques. Donc par exemple, je disais beaucoup que mon serveur était un NAS, mais non, c'est bien un home lab. J'ai bien pris en compte aussi que la consommation énergétique était quelque chose qui était très important dans les serveurs. Et donc là, on va voir cette carte mère. Elle est, je trouve, plutôt pas mal pour un petit serveur. Donc on va regarder ça dès maintenant. Donc comme la dernière fois, même type de carton, Made in China, rien sur les côtés. Ici, des petites indications en dessous. Il y a écrit NAS en gros. Tac, je vous mettrai la référence de la carte mère juste ici. Donc on se retrouve sur exactement le même packaging. Hein. Hop, un petit peu de mousse et directement la carte mère. Hop. Donc à l'intérieur, toujours la même petite carte. On va avoir la backplate. Alors, la backplate a l'air de ne pas être full ou de ne pas avoir été découpée. Est-ce qu'on a deux ports? Ouais, deux ports qui n'ont pas été découpés. Enfin, trois ports qui n'ont pas été découpés. Ok, on verra ça après. Et ensuite, pareil, les petites vis qui permettent de visser la carte mère. Donc, on va vérifier en dessous. Non. Qu'il n'y ait pas autre chose. Et non. Il n'y a plus rien. Hop, on va passer à la carte mère. Nous voici avec cette nouvelle petite carte mère. Voilà. On l'a sorti de son emballage. On va effectuer un petit zoom. Voilà. Hop, pour pouvoir voir un peu plus clair. Donc là, déjà, première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'elle a directement un socket de processeur et non plus un processeur directement soudé dessus, ce qui va nous permettre de pouvoir choisir quel processeur mettre dessus. Donc on peut voir, ensuite on va avoir juste ici les barrettes de RAM, donc c'est de la DDR5 et c'est des full slots, ce qui va permettre de pouvoir trouver des barrettes, on va dire, plus facilement que les petites barrettes de l'ancien petit serveur. Comme la dernière fois, on va faire un tour de la carte mère avec tous ces connecteurs. Donc on va commencer hop, par en haut. Donc on a juste ici, alors j'ai l'impression que toutes les écritures sont à l'envers, donc on va retourner la carte mère. Donc là, première chose, on a l'alimentation du processeur. Double alimentation, c'est bien, ils n'ont pas mis de condensateur qui bloque le passage de la connectique. Donc là, on a un nom de carte mère, CW670 NAS. Donc là, on ne va rien avoir pour l'instant, on va passer sur les connecteurs sur le côté. On va avoir un USB 3.0, on va avoir un USB-C, on va avoir un HDMI, un DisplayPort, un port 2,5 gigabits, un deuxième, deux ports USB 3.2, on va avoir deux sorties jack pour l'audio. Hop, juste ici on va avoir un slot NVMe. On va avoir ici un petit connecteur pour brancher un disque dur SATA. On va avoir quelques connectiques, donc par exemple un USB juste ici. On va avoir le Clear CMOS. Là, on va avoir les speakers, juste ici les speakers, donc les haut-parleurs. On va avoir un USB 3 ici. Étonnant qu'on ait directement la pile dessus parce que d'habitude, les Chinois aiment bien ne pas mettre la pile parce qu'au niveau de la douane, ça peut bloquer. Mais là, par exemple, pas de souci. On a un USB 2 pour pouvoir mettre une clé USB avec un système d'exploitation pour serveur. On va avoir juste ici un port PCI. Donc c'est un port PCI x16. Donc c'est un port PCI 5 x 16. Donc un port PCI complet et en plus de dernière génération. On continue, on va avoir donc les deux slots de RAM en complet, en DDR5. Juste ici, on va avoir tous les connectiques pour le front panel, un buzzer juste à côté. On va avoir 8 ports SATA. Donc en plus, ils sont tournés dans le sens où ils ne se gênent pas pour pouvoir se débrancher. Et on va avoir le 12 pins pour l'alimentation de la carte mère. On a aussi deux petits ports, deux petites prises pour les ventilateurs. Et donc, juste de l'autre côté, on va avoir donc la référence de la carte mère. Donc c'est une CWQS
Q670 NAS et on va avoir 2 ports NVMe. Donc au niveau des ports NVMe, les deux qui sont derrière sont des ports NVMe PCI 4x4 et de l'autre côté, le port qui est juste ici, on va avoir un PCI 5x4, donc qui va être plutôt pas mal pour un serveur. Donc là, je vais vous dévoiler le processeur que je vais mettre sur cette carte mère. Donc ça va être ce processeur là. C'est un i5 13500T. Donc pourquoi ce processeur là? Les processeurs Intel avec la connotation T à la fin sont des processeurs qui vont être moins fréquencés et donc avoir une moins grosse consommation d'énergie. Donc là, apparemment, ce processeur consommerait autour des 35 watts. Donc on va le monter sur cette carte mère, ce qui va vous permettre d'avoir une carte mère avec un processeur relativement puissant qui ne consomme pas trop. Pour l'instant, juste pour la démo, je vais utiliser une barrette de RAM Corsair, une DDR5, donc une DDR5 en 6000. Donc c'est un pack de 2, mais je vais en mettre qu'une. C'est une barrette de 16. Donc je pense que je ne ferai pas la même configuration avec la RAM. Je ne mettrai pas 64 Go de RAM sur ce serveur. Je veux vraiment que ce serveur soit, on va dire, le serveur pas trop cher, bon quand même, mais qui soit efficace et efficient. Donc là, j'ai monté le processeur. Juste, moi, je ne vais pas garder le socket qui est juste ici. Je vais changer de socket. Je vais utiliser ce socket là. Donc c'est un socket Thermalright. Donc le LGA 1700. En fait, ça va être tout simplement hop, une petite partie métallique qui va permettre de pouvoir enfermer le processeur et qui va pouvoir bien le maintenir. Alors, pourquoi je fais ça? Premièrement, parce que on a des problèmes de déformation sur les processeurs Intel. Bon, ça va être sur des gros processeurs, mais en fait, les ergots, ils vont venir se caler ici pour tenir le processeur. Apparemment, avec la contrainte, la chaleur, le die qui est juste ici va commencer à se plier et donc on va perdre en performance. Et donc ce cadre va se caler autour et va permettre de maintenir tout autour le processeur, qui sera bien mieux. Apparemment, on gagne un petit peu en efficacité thermale parce que ça va se répandre tout autour. Donc là, on va procéder donc au démontage de ce socket. On va monter le processeur et on va remettre tout comme il faut. Donc là, je m'équipe d'un Torx. Avant de démonter les parties métalliques, je vous conseille quand même de relâcher la pression. Hop, en faisant comme ça, sinon ça va sauter d'un coup et ça va vraiment pas être agréable pour votre carte mère. Hop. Voilà, donc c'est vraiment vissé très finement. Il n'y a pas besoin de mettre des gros coups de tournevis, sinon vous allez juste écraser la carte mère. Hop. Voilà, c'est vraiment vissé à bout de doigt. On fait très attention de ne surtout pas faire tomber quelque chose sur la partie dorée juste ici. Sinon on risquerait de détruire la carte mère. Donc là on a des petits patins, parce que de l'autre côté on en a. On a des petits patins aussi. Je ne sais pas si je vais les récupérer. De toute manière, on a déjà des patins ici. Alors c'est métallique, mais on a des patins. On va venir donc mettre ce processeur. Alors ce processeur a été assez dur à trouver. Je n'ai pu le trouver en France en un seul exemplaire sur Le Bon Coin. Et je l'ai eu pour un prix plutôt raisonnable. La personne était très sympa. Du coup, si elle regarde cette vidéo, je la remercie. Hop, on appose le processeur. Alors, je crois qu'il s'est mal mis. Voilà, il est bien mis. On vérifie qu'il est bien calé, qu'il soit bien calé. Hop, on pose la protection autour et vous avez vu que ça fit très bien. Hop, on va commencer par remettre une première vis. On ne visse pas, c'est juste histoire d'avoir au moins un maintien. Et donc voilà, donc là le processeur est bien maintenu. On a apparemment une meilleure répartition thermique. Et du coup, maintenant, on va passer à l'installation du refroidissement. Donc, je vais utiliser le même qui était utilisé sur l'ancienne carte mère. Parce qu'en fait, l'ancienne carte mère, même si elle utilisait un processeur de Ryzen, avait quand même un empattement pour mettre un ventirad de chez Intel. Donc, je vais le récupérer et on va l'installer juste après. Du coup, j'ai bien récupéré le ventirad Noctua qu'on va pouvoir installer donc
sur ce processeur. Donc là, cette fois-ci, je ne ferai pas la même erreur de mettre peut-être un petit peu trop de pâte thermique. Donc là, je vais reprendre la même pâte thermique que la dernière fois, donc la Arctic MX6. On va en mettre un trait le long du processeur. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Du coup, on va en mettre un trait. Donc, j'ai bien dégraissé avant. Hop, un trait comme ça. Et le reste sera fait par l'écrasement. Et donc, du coup, alors, on va mettre le ventirad comme ça. Comme ça, on aura directement le câble en haut. Parce que si on le met comme ça, ce sera trop court. Si on le met dans l'autre sens, alors dans ce sens-là, on pourrait être pas mal. On va le mettre dans ce sens-là. Donc là, hop, on va le mettre à plat comme ça. On va récupérer la carte mère. On va la mettre, hop, comme ceci. J'essaie de cadrer. Plutôt pas mal, j'ai l'impression. Ouais, je suis plutôt pas mal. On va récupérer les petites vis. On va récupérer les petites vis. On va récupérer le petit tournevis. Tac, et on va se mettre à visser tranquillement. Là, je vois que l'autre côté de la carte mère, ça s'est beaucoup soulevé, du coup on va un petit peu desserrer. Je crois que c'est bien inséré dedans. Ok, c'est bien inséré. Alors il est vrai qu'il y a une toute petite bague qui permet d'un petit peu éviter de gratter la carte mère, mais c'est vraiment très léger. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus abuser sur le serrage. C'est vrai que c'est la chose que je reproche à ce ventirad là, c'est au niveau du serrage, on peut un petit peu forcer, du coup ça peut un peu plier la carte mère. Voilà, par exemple, celle-là, j'arrive pas du tout à la visser. On va dévisser un petit peu d'un côté. Ok, c'est bon. Là, je sens que ça visse. Alors là, moi, ce que je fais, c'est que je fais un petit serrage à la main. Là, je sens que c'est un peu leste. Hop, petit serrage à la main. Ok, là, je pense que c'est bien sans déformer la carte mère. On a notre petit câble qui vient juste ici et on va le brancher. La rame, normalement, devrait passer. Sinon, il faudrait que je retourne le ventirad, mais on va voir. Ok, la rame, elle passe tout pile. La rame, elle passe pile pile. On est vraiment... Ça touche pas, mais on n'est pas loin. Donc, avec tout ça, alors directement dans le processeur, là, on a une partie graphique qui nous permet d'éviter d'avoir une carte graphique en plus. J'ai pris aussi en compte le commentaire d'un abonné ou d'une personne simplement qui m'a fait remarquer que c'est vrai que pour la carte graphique que j'avais avant, c'était peut-être pas nécessaire d'avoir une carte graphique parce que je pouvais très bien faire du Plex, le transcodage Plex, simplement avec la partie graphique du processeur. C'est vrai, dans mon autre serveur, je n'avais pas de partie graphique parce qu'en fait, c'était simplement un processeur que j'avais récupéré d'un ancien PC. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait exprès de prendre un processeur avec une partie graphique, comme ça je pourrais faire du transcodage avec la partie graphique du processeur. Je ne mettrai pas de carte graphique, comme ça va permettre d'économiser des watts sur le mois, le jour, l'année. Mais ici, on mettra simplement ma carte 10 gigabits de chez TP-Link. Donc là, on va procéder comme la dernière fois. On va mettre l'alimentation. On va mettre un câble pour avoir la vidéo. Je vais mettre aussi l'alimentation, un clavier. Puis on va se retrouver juste après sur le PC. Donc là, j'ai tout branché. Je n'ai pas encore mis de disque dur. Je veux d'abord qu'on aille dans le BIOS. Et ensuite, on fera une petite installation. Je vais essayer de mettre Windows 10 ou 11 dessus. Et on va faire des petits benchmarks pour voir comment se comporte la carte mère. Et on va voir ça. Donc c'est parti. Donc là, la carte mère a bien démarré. On se retrouve dans le BIOS. Le truc que j'ai oublié, c'est de brancher un clavier. Du coup, je vais chercher un clavier et je le branche. Du coup, j'ai trouvé un clavier. Je l'ai branché sur le petit port USB qui est à l'intérieur de la carte, sur la carte mère directement. Donc là, on va pouvoir regarder ensemble le BIOS. Donc là, comme d'habitude, on va avoir le BIOS, la version du BIOS. On a donc bien un MB-Q670 NAS. Donc c'est le nom de la carte mère. Je pense que MB c'est pour motherboard. Donc la date du BIOS, c'est donc le 30 avril. Ouais, j'ai eu du mal à la lire la date. Le 30 avril, ok. Donc on a bien un 13500T, donc en i5. Donc là ils nous disent bien que c'est un 8 cœurs 8 threads, 6 corps, 12 threads. Ok, on a quelques informations sur le PCI. Ok, on a pas mal d'infos. On a vraiment plus d'infos que l'autre carte mère. Donc on a vraiment beaucoup de menus.
Alors, je pense qu'il y a pas mal de choses où je vais pas savoir du tout ce que c'est. On va aller voir. Donc là, par exemple, RC. Ok, je vais pas rentrer dans tous les menus. Je vais regarder chacun des menus pour que vous aussi, si vous êtes curieux, vous puissiez voir les menus. On a la connectivity. Ok. Ok. D'accord. Oui, aussi sur cette carte mère, on a le V-Pro de chez Intel qui permet de contrôler à distance la carte mère. Bon, pour l'instant, c'est pas du tout ce que j'utilise, mais voilà, il y est. Donc, CPU configuration. Ok, donc là, on a les deux types de corps qu'il y a sur le processeur. Ok, hardware. On a la virtualisation qui est bien activée. On a tous les corps, les cœurs qui sont activés. On peut en désactiver, d'accord. On a l'hyper-threading. Ok. On a le monitor weight. Ok. Ok, ça c'est pour... je crois que c'est pour les... C'est pour... Ok, d'accord. Ok. Legacy Game Compatibility Mode, ok. Alors apparemment la carte mère supporte aussi le CC-RAM. Alors malheureusement le CC-RAM en DDR5 c'est beaucoup trop cher, j'ai pas voulu en acheter. Ça faisait monter beaucoup trop haut le budget pour un petit Home Lab. Donc on a le Power and Performance. Donc on a le CPU Power Management Control. Ok, donc c'est là qu'on va pouvoir donner toutes les infos qu'on veut. Ok, très bien. Le Thermal Monitor, ok. Ok, on a vraiment beaucoup de choses. Et la GT, je sais pas trop ce que c'est. GT Power Management Control, ok. On a le PHFW. Ok. Là non plus, je ne saurais pas ce que c'est. On a la thermal configuration. Ok. Ok. CPU temp 72, ok. Ok. Overclocking menu. Alors apparemment on pourrait overclocker, mais la carte mère n'est pas faite pour ça. De base, c'est écrit sur le site du constructeur qu'il a un TDP de 60 watts. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus mettre des trop gros processeurs dessus. Donc là on a le TPM pour tout simplement Windows 11 ou tous les... Donc là on a le ACPI. Ok. Ok, ça je sais pas ce que c'est, le IT. Alors je pense que ça va être une puce. Hardware monitor. Donc là on a les températures, on est à 28 degrés. Ok. On peut régler le ventilateur. On peut régler le power management. On peut, si on peut le régler par USB, par internet. Qu'est-ce qui se passe après que il y a une coupure d'électricité? Et les watchdogs, ok. Ça, c'est bien. C'est facile à trouver. On a le AMI Graphics Output Protocol Police. Ok, je ne sais pas. Ok, le resize bar, ok, l'USB config. Ok, on peut bien boot sur des USB device. Ok, on a le network stack si on veut boot en PXE. Très bien. On a le CMS support. Très bien. Hop, on a le NVMe configuration. Bon, il n'y en a pas donc pas de souci. Le SDIO. Ok. Le RAM 10 configuration. Ok. Et on a le TLS. Autant. On a le TLS. Ok. Donc ensuite dans le chipset, qu'est-ce qu'on a? On a encore beaucoup de choses. Je vais vraiment passer vite parce qu'on va pas, je vais pas pouvoir faire chaque menu.
avec autant d'arrêts. Ok. Il y a beaucoup de menus dans la sécurité. Security boot, il est activé, il faudrait qu'on le désactive. Le fast boot est désactivé, le quiet boot est activé. On a encore une fois les menus comme d'hab. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, il faudrait que je me renseigne. On a le EMBX, je ne sais pas du tout ce que c'est. Du coup là, je vais essayer d'installer Windows 10 et on se retrouve juste après. Donc là, j'ai lancé un OCCT sur le processeur pour voir comment il se comporte. On a eu un petit pic de puissance au tout début, mais là, on peut voir qu'on s'est stabilisé à 35 watts et à environ 35 degrés, ce qui est vraiment pas mal pour ce processeur. Bon, voilà, je reviens après 2 jours de travail sur le serveur pour savoir pourquoi il ne fonctionnait pas. Du coup, la dernière fois, j'avais testé la carte mère, elle fonctionnait plutôt bien. Enfin, plutôt, c'est ce que je pensais. J'avais 2 énormes problèmes qui sont exactement les mêmes. C'était les ports, juste ici, RJ45, qui ne fonctionnaient pas du tout. Je l'avais installé sous Windows, j'avais beau mettre les drivers, tout ça, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, même dans le BIOS, ils n'y étaient pas. Et du coup, en fait, je me suis dit, bah, ça doit être un problème de la carte mère. J'ai été voir sur le site s'il n'y avait pas de mise à jour BIOS. Il y avait une mise à jour BIOS, je l'ai tenté, même si je savais que ça pouvait être risqué puisque c'était un BIOS chinois. J'ai réussi à flash le BIOS de la carte mère. Ça s'est très bien passé, je n'ai pas eu de soucis. Un peu long, c'est vrai que j'ai eu un peu peur parce que j'ai flash avec une clé USB commerciale. J'aurais peut-être vraiment pas dû faire ça, c'était vraiment pas ouf. Mais au final, j'ai réussi à trouver les 2 ports Ethernet, même si je sais que j'utilise une carte 10 gigabits. Je voulais quand même savoir pourquoi les 2 ports RJ45 ne fonctionnaient pas. Et autre petit souci que j'ai eu, c'est tout simplement ma petite clé Unread qui est juste ici. Et bien, en la branchant, je n'arrivais pas du tout à boot dessus. Et j'ai vraiment dû faire pas mal de recherches. En créant une nouvelle clé, ça a fonctionné. Par contre, en créant une nouvelle clé et en injectant les fichiers dedans, ça ne fonctionnait pas. Du coup, la chose pourquoi ça ne fonctionnait pas, c'est qu'en fait, dans la clé USB, on a une partie où il y a un dossier qui s'appelle EFI. Dans mon ancien serveur, qui était pourtant un serveur assez neuf, le EFI, il y avait un tiret après, et c'est pour désactiver le boot EFI. Et pour cette carte mère là, il en a besoin. Du coup, il fallait juste retirer le petit tiret à la fin. Et ça a fait fonctionner. Donc là, je vais faire un petit test, voir au niveau de la puissance combien ça tire. Et je vous ferai une conclusion juste après. Donc là, le serveur est entièrement démarré. Tout s'est bien démarré. Et là, pour l'instant, on est entre 69, 68, 70 watts de consommation. Donc pour rappel, il y a un 13500T, on a une carte 10 gigabits et on a 6 disques. Et donc c'est une alimentation Gold, 80 plus Gold. Donc là je vais essayer de faire un petit transcodage pour voir combien de watts ça consomme. Est-ce que ça peut tenir sans se casser la figure? Voilà, très bien. Ne te casse pas la figure. Donc là on va aller sur Plex. Donc là, j'ai activé le transcodage vidéo via la partie Plex. Donc là, je vais faire reprendre le film. Donc là, je suis en train de regarder le film en qualité originale. Donc là, on monte quasiment à 100 watts. Donc il y a quelques VM derrière qui tournent aussi. Donc là, quand le film est chargé, voilà, on redescend à 70 watts. Donc du coup, si on active le transcodage, donc là, on repasse sur du 1080p. Alors, on monte pas plus de 100 watts. Je trouve ça déjà mieux que mon ancien serveur qui consommait vraiment beaucoup pour pas grand chose. Là on gagne en place, en efficacité
et en énergie. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Par exemple, pour la mise à jour de la carte mère, je pourrais peut-être faire une vidéo pour aider les gens ou simplement un post Reddit pour vous aider. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.